Bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Amourou, fondateur des Mindsetters, une association qui a pour objectif justement de lutter contre l'autocensure auprès des collégiens et des lycéens. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer un atelier. Cet atelier va durer entre 15 et 20 minutes et il a pour objectif de vous expliquer les capacités de votre cerveau, ses limites, en se basant sur les sciences cognitives, c'est-à-dire l'ensemble des sciences qui cherchent à comprendre le fonctionnement du cerveau. Je vous invite, en regardant cette vidéo, à vous répondre à une première question qui serait: quelle filière vous souhaiteriez faire à la fin du lycée ou à la fin du collège si vous êtes collégien? Notre association est partie d'un constat, c'est que en France, la majorité des élèves qui passent, par exemple, en filière générale au lycée ou qui rentrent dans les études supérieures après le lycée, ont tendance à être originaires de milieux plutôt favorisés, tandis que les personnes issues de milieux modestes ou moins favorisés ont tendance à faire des études moins longues et moins ambitieuses. Mais la question qu'on doit se poser, c'est: devons-nous, dans ce cas, abandonner? Se dire que si je viens d'un milieu défavorisé, pas très riche, bah, autant faire des études courtes. Notre ambition, nous, c'est de dire qu'il ne faut pas abandonner, qu'il y a, de par les capacités de notre cerveau, de par notre système, des moyens de ne pas abandonner et de faire des longues études. Et donc, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que notre cerveau fonctionne comme un muscle. C'est-à-dire que plus on l'utilise, plus on va le renforcer. C'est comme un muscle, plus je fais des exercices du bras, plus je le renforce. Plus je fais des pompes, plus je suis fort. Pour le cerveau, c'est pareil. Plus on va l'utiliser, plus il va être performant. Plus il sera fort, plus on sera donc intelligent et donc performant. Et donc, notre cerveau, il se caractérise dans son fonctionnement par l'existence des neurones qui vont créer des connexions entre elles lorsqu'on va apprendre une nouvelle chose, lorsqu'on va subir de nouvelles expériences. C'est par le renforcement des connexions entre les neurones qu'on a finalement un renforcement de nos performances et de nos capacités. Et donc là, vous pouvez voir rapidement un schéma donc, de nos neurones, donc qui se compose un peu en trois parties. On a d'abord cette, ce corps qui est en longueur, on appelle le corps somatique. On a ensuite ici l'axone et les dendrites qui vont créer des connexions avec les autres neurones. Et donc, ce qui est important, c'est que plus les connexions seront importantes, plus notre cerveau sera performant. Plus vous allez créer des connexions en mathématiques, plus votre cerveau sera performant en mathématiques. Plus vous allez créer de connexions sur un sujet en particulier, le foot, la danse, plus votre cerveau il aura de capacité à réfléchir sur ces sujets-là. Parce qu'il y aura de plus en plus de connexions entre ces neurones sur ce sujet spécifique. Et donc, c'est pour ça que l'une des manières de s'améliorer, justement, que ce soit en mathématiques, en français, c'est de travailler davantage sur ces sujets pour créer davantage de connexions au niveau de notre cerveau entre les neurones. Et donc, là, on a beaucoup parlé d'efforts, c'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut faire des efforts en français, en mathématiques, dans des sujets pour justement créer le plus de connexions possibles entre les neurones et donc être plus performant. Mais travailler beaucoup ne suffit pas. C'est bien de travailler beaucoup, mais avant, il faut travailler de manière intelligente, de manière réfléchie. Et c'est pourquoi on va tenter de vous donner des stratégies à utiliser pour travailler plus intelligemment. Donc, la première chose, c'est que lorsque tu fais face à une difficulté, tu sens que tu ne progresses pas, tu as une mauvaise note, la première chose que tu peux faire, c'est de parler à ton professeur. Le professeur, c'est lui qui te note, c'est lui qui fait cours. Donc, c'est lui qui sait comment t'aider à t'améliorer. C'est lui qui sait qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire les mêmes erreurs, pour améliorer tes notes. Et donc, si tu as une mauvaise note ou tu n'as pas compris quelque chose, la première option à avoir, la première stratégie, c'est d'aller voir ton professeur et de lui poser la question. Voici la note que j'ai eue, je ne comprends pas pourquoi j'ai eu cette note. Ou encore, j'aimerais bien savoir comment faire pour avoir une meilleure note au prochain contrôle. Le professeur, quand il te donne une note, c'est pas pour te sanctionner, ce n'est pas pour te blesser. La note, c'est une source d'information. C'est une information sur les connaissances que tu as reçues, que tu as réussi à mémoriser, sur tes capacités à répondre à des questions, à des exercices. Donc,
quand tu as une note, au lieu de la jeter et te dire j'ai une mauvaise note donc j'abandonne, il vaut mieux se dire ok, qu'est-ce que cette note veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire sur mon apprentissage, sur ma maîtrise du cours et du sujet? Et donc va parler au professeur pour qu'il te donne plus d'informations et qu'il t'aide à progresser. La deuxième chose, c'est d'aller voir des professeurs, pardon, des camarades. Par exemple, si un camarade il a une meilleure note que toi, bah, essaye déjà de lui poser une question, de lui dire comment tu révises. Est-ce que tu peux m'expliquer tel exercice, tel problème? Parce que dites-vous que vos camarades, ce sont des sources d'informations. Vos camarades, comme vous, ils sont en train d'étudier un cours, d'écouter un cours. Donc, s'ils ont une meilleure note que vous, posez-leur des questions parce que ça va vous permettre finalement de gagner du temps, de savoir quelle stratégie utiliser pour améliorer vos notes, de savoir comment vous améliorer, comment justement vous pouvez réfléchir autrement. Et la troisième stratégie, c'est aussi de prendre du recul. C'est-à-dire que quand vous avez une note, souvent on est triste quand on a une mauvaise note. Mais prenez du recul, dites-vous que c'est qu'une note. À l'échelle de votre vie, sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, une mauvaise note, c'est rien. Donc dites-vous, ok, j'ai une mauvaise note, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Qu'est-ce que je peux en faire de cette mauvaise note? Je ne peux pas changer ma note actuelle. Mais ce que je peux faire, c'est changer mon futur. Ce que je peux faire, c'est avoir une meilleure note au prochain contrôle. Donc, prenez cette note, non pas personnellement, mais comme une source d'information. Dites-vous que les mauvaises notes d'aujourd'hui, c'est un moyen d'avoir des bonnes notes demain. Donc là, on a vu quelle stratégie employer quand on a une difficulté ou une mauvaise note. Et maintenant, c'est important aussi de bien réviser, de bien apprendre. Souvent, on se dit, bon, apprendre, il faut juste lire son cours et c'est tout. Plus j'ai passé du temps à lire mon cours, à surligner tout le cours, ça va rentrer dans ma tête. Certainement, mais pas de la manière la plus efficace. Et donc, nous, ce qu'on te conseille, c'est deux techniques. La première, c'est d'organiser et d'étaler ton travail en plusieurs séances. Il vaut mieux réviser, par exemple, 3 fois 2 heures, 2 heures lundi, 2 heures mercredi et 2 heures vendredi, plutôt que de réviser d'un seul coup 6 heures euh, en un seul jour. Par exemple, 6 heures le samedi. Pourquoi? Parce que votre cerveau, premièrement, il a besoin du sommeil pour créer des connexions et trier l'information que vous avez appris durant votre séance de travail. Deuxièmement, il faut voir votre cerveau comme, comme une bouteille d'eau, par exemple. S'il n'y a plus d'eau dans la bouteille d'eau, ça ne sert à rien de continuer de boire. Il faut la remplir à nouveau d'eau. Et votre cerveau, c'est pareil. Votre cerveau, il a besoin d'énergie pour travailler, pour apprendre. Donc, s'il n'a plus d'énergie, il ne pourra plus apprendre. Et donc, il vaut mieux faire une pause pour retrouver l'énergie en dormant, en mangeant, en faisant du sport. Deuxième aspect, c'est l'importance d'étaler ses révisions. Par exemple, pardon, d'étaler ses révisions en se testant. Parce qu'on a tendance à se dire, on va se tester que le jour du contrôle. Mais c'est déjà trop tard. Il vaut mieux se tester avant le contrôle. Parce que le fait de se tester, premièrement, ça va permettre de ne pas tomber dans le piège de je lis et j'ai compris. Parce que comprendre et savoir faire, c'est différent. On peut comprendre une leçon, on peut comprendre un exercice, mais ne pas savoir le faire. Et tant que tu ne vas pas te tester, tu ne pourras pas savoir faire cet exercice. Tu ne sauras pas si tu maîtrises réellement cette notion et ce concept. Et donc, ce qui est important, c'est que lorsque tu révises, entre chaque session de révision, essaye de te tester, de créer des contrôles, de créer des questions où, par exemple, tu vas euh, jouer avec un camarade qui va te poser des questions, tu vas lui poser des questions, et ça va vous permettre, premièrement, de reformuler les choses et donc de mieux retenir l'information, mais en plus, ça va vous permettre de savoir ce que vous maîtrisez et ce que vous ne maîtrisez pas. En disant, ah là, tu n'as pas très bien répondu, il faudrait que tu révises plus. Ah là, tu as super bien répondu, donc tu n'as pas besoin de réviser. Donc voilà, à travers ces deux techniques, vous allez pouvoir utiliser plus efficacement votre cerveau, réviser plus rapidement et passer moins de temps à réviser. Et donc, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, c'est que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en adolescent, c'est-à-dire, bon voilà, grosso modo, vous avez entre 12 et 22 ans, votre cerveau, il est très, ce qu'on appelle très malléable. À cette époque de votre vie, vous êtes en mesure d'apprendre beaucoup de choses. Votre cerveau, il se modifie très rapidement. Et donc, si vous suivez les bonnes stratégies qu'on vous a données avant, vous avez vraiment la possibilité de progresser énormément. Donc, vous dites pas, actuellement, je suis mauvais en français,
je suis mauvais en maths, donc j'abandonne. Non. Dites-vous, OK, actuellement, j'ai des difficultés dans telle matière, mais je vais aller parler au professeur, changer ma manière de travailler pour m'améliorer et finalement devenir bon ou bonne dans ce domaine-là. Et donc, pour résumer, on l'a vu, votre cerveau, par les difficultés, par l'apprentissage, il va réussir à s'améliorer. Et donc, c'est important, quand vous faites face à une difficulté, à une mauvaise note, de le voir comme une source d'information pour vous améliorer. Et ça, c'est ça qu'on appelle un peu les élèves qui ont un état d'esprit volontaire. Et ce qu'on observe, c'est que les élèves qui ont un état d'esprit volontaire ont tendance à mieux réussir à l'école. C'est ce qu'on peut voir ici dans cette étude qui a été faite au Chili auprès d'élèves. On voit que les élèves qui ont un état d'esprit volontaire ont des meilleures performances scolaires, des meilleures notes que les élèves qui n'ont pas un esprit volontaire. Parce que les élèves qui ont un esprit volontaire vont se dire j'ai une mauvaise note, mais ça ne va pas dire que mes capacités sont limitées. Je peux améliorer mes capacités. Tandis que la personne qui n'a pas un esprit volontaire va se dire, OK, j'ai une mauvaise note, ça veut dire que je suis nul. Ça veut dire que je n'ai pas les capacités pour réussir. Et donc, bah, dès que j'échoue, dès que j'ai une mauvaise note, ça signifie que je ne peux pas m'améliorer. Je serai nul à vie en mathématiques ou en français. Et donc ça explique pourquoi, finalement, les élèves qui, eux, se disent, je peux progresser, je peux m'améliorer, vont avoir des meilleures notes que les autres. Donc, je vous remercie pour votre attention. Mais ce n'est pas fini. Maintenant qu'on vous a expliqué qu'est-ce que l'état d'esprit volontaire, qu'on vous a expliqué comment apprendre mieux, comment être plus efficace dans vos révisions, je vais vous parler de deux personnes. Premièrement, je vais vous parler de Mulan, qui est, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une héroïne l'histoire se déroule en Chine, et en fait, son père, il devait partir à la guerre. À cette époque-là, la Chine était en guerre avec l'Empire mongol. Mais son père, il est malade, il n'est pas en mesure, en tout cas, d'aller se battre. À cette époque-là, les femmes n'ont pas le droit d'être dans l'armée. Mais vu que son père ne pouvait pas y aller, elle n'avait pas le choix. Elle s'est déguisée en homme, Mulan, pour aller faire la guerre à la place de son père. Et lorsqu'elle arrive au sein de l'armée, au début, elle est vraiment à la ramasse. Elle a moins de force que les autres, elle n'a pas les bonnes techniques de combat. Mais elle n'a pas abandonné. Elle s'est dit, je vais apprendre des autres pour m'améliorer. Je sais que je peux progresser. Et tout au long de l'histoire, on voit que Mulan, finalement, devient le militaire le plus puissant de la Chine. Donc au début, elle était dernière. Elle avait tout contre elle, mais finalement, elle a adopté les bonnes stratégies pour apprendre des autres et pour finalement s'imposer comme la plus forte de l'armée chinoise. Et l'idée, justement, c'est que vous vous dites comment vous pouvez vous inspirer de Mulan par rapport à vos études. Forcément, dans votre vie, dans votre parcours scolaire, il y aura des moments où vous serez peut-être à la ramasse, moins bon que vos camarades. Mais comme on l'a vu précédemment, vous pouvez vous inspirer des autres, parler à vos professeurs, améliorer vos méthodes de travail pour finalement vous améliorer et être de plus en plus performant. Deuxième exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, on va parler de Karim Benzema. Donc, c'est un footballeur français qui est actuellement le meilleur joueur au monde puisqu'il a gagné le Ballon d'Or il y a quelques mois. Qu'est-ce qui est intéressant avec Benzema? Benzema, il avait du talent, c'est vrai, mais ce n'était pas le plus talentueux de sa génération. Il y avait notamment un joueur qui s'appelait Hatem Ben Arfa, qui avait plus de talent que lui. Benzema, pendant longtemps, c'était un très bon joueur, mais ce n'était pas le meilleur. Il ne faisait pas encore partie des meilleurs au monde. Il était très ambitieux et il a fait des efforts pour être footballeur de haut niveau. Mais sa carrière a changé lorsqu'il est allé au Real Madrid, qui est l'un des plus grands clubs au monde. Là-bas, il rencontre Cristiano Ronaldo, qui était à l'époque le meilleur joueur au monde. Et il s'est rendu compte que Ronaldo, bien qu'il était le meilleur joueur au monde, il s'entraînait énormément. Il travaillait beaucoup, il était discipliné. Il faisait attention à son alimentation, il apprenait des autres, il analysait ses matchs pour s'améliorer. Et Benzema, il s'est dit, attends, lui, il est plus fort que moi, et pourtant, il travaille plus que moi. Lui, vu qu'il est meilleur que moi, je vais voir comment il s'entraîne, quelle technique il met en place, quels exercices de sport il fait, pour justement avoir son niveau. Et ce qu'on a vu, c'est que Benzema, au fil des années, il s'est inspiré de Cristiano Ronaldo pour être de plus en plus performant, de plus en plus discipliné. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu à son tour le meilleur joueur au monde. Et donc, pareil, le message ici,
c'est que peu importe tes sources d'inspiration, dans le sport, à travers tes lectures, les mangas, les dessins animés, demande-toi, quand ces personnages-là, ils améliorent leur performance, quand ils arrivent à réussir leurs rêves, quel est leur secret? Qu'est-ce que tu peux appliquer, toi, pour ton quotidien, pour tes études? J'espère que cette présentation t'a plu. Si tu veux plus d'informations sur les stratégies d'apprentissage, sur comment justement surmonter les difficultés, surmonter l'autocensure, voici des moyens de nous contacter. Donc sur Instagram, il y a étudiants ambitieux, les mindsetters, et sur TikTok, tu as aussi les étudiants ambitieux. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt.